polémique. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lilian Thuram, ce que vous avez voulu dire? Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez lu l'interview en italien? J'ai lu l'interview traduite. Ok. En intégralité, mais pas en italien. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, cette phrase en fait est sortie de son contexte. C'est-à-dire que on a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. En fait, on me posait une question sur les supporters italiens qui étaient racistes. Et en fait, je leur disais, mais en fait, pour comprendre pourquoi ces personnes font le bruit du singe, c'est tout simplement parce qu'ils ont un complexe de supériorité parce qu'ils sont blancs. Et j'essaie de dire toujours aux gens, par exemple ici, qui peut me dire pourquoi on fait le bruit du singe? Est-ce que vous le savez? On fait l'idée? Allez-y. Ok, parce que historiquement, on a fait une hiérarchie entre les personnes selon leur couleur de peau. Les personnes blanches étaient tout en haut de l'échelle. Tout en bas se trouvaient les noirs. Et après, il y avait les singes. Ça veut dire que le noir était le chaînon manquant avec les personnes blanches. Et donc, en fait, historiquement, il y a une culture raciste, comme il y a une culture homophobe, comme il y a une culture sexiste. Et donc, en fait, je trouve très malhonnête qu'aujourd'hui, on puisse faire des débats sur des choses qui ne sont pas expliquées. Mais est-ce que vous n'avez pas été maladroit dans votre formulation? C'est ce que dit ce soir Dominique Sopo pour SOS Racisme. Encore une fois, pour être très clair, vous ne pensez pas que les Blancs se pensent supérieurs aux Noirs? Mais je vois surtout que vous employez des mots qui, évidemment, et vous le savez, parce que vous connaissez tous ces sujets par cœur, sont des mots inflammables. Et je voudrais vous citer ce que vous aviez dit, vous, le 13 mai. Vous étiez dans un collège de Viry-Châtillon face à des élèves de 5e et de 3e. Et vous disiez, vous étiez accompagné par des journalistes du Parisien, pour être tout à fait transparent, le début du racisme, c'est quand on met les gens dans des catégories avec tous les préjugés qui vont avec. Il est noir, donc il est comme ça. Il est juif ou musulman, donc il est comme ça. Il est blanc, donc il est comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas tombé, là, malgré vous, dans la dialectique, le type de raisonnement de ceux que vous dénoncez? Non, mais... Et je dis qu'en fait... Pourquoi les qualifier par leur couleur? Alors, ils sont racistes, voilà. Ils sont pas blancs, ils sont pas noirs, ils sont pas asiatiques, ils sont racistes. Est-ce que vous pensez supérieur aux femmes? Non, pas du tout, mais c'est pas individuel. Donc on peut pas dire tous les hommes se pensent ou sont éduqués. Voilà. Ah, j'ai pas dit tous les hommes. Mais peut-être si vous aviez dit plus simplement, il est nécessaire d'avoir le courage de dire que ces racistes, qui par ailleurs sont blancs, pensent être supérieurs, voilà, ça aurait peut-être éteint la polémique. Ça vous touche cette polémique ou pas, Lilian Thuram? Vous avez votre fondation contre le racisme, vous êtes très engagé là-dedans et aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu au milieu de cette histoire, ça vous touche ou pas? Écoutez, oui, effectivement. Il y a beaucoup de réactions, notamment à l'extrême droite, sur le racisme anti-blanc, etc., etc. Oui, mais ça permet, vous savez, historiquement, lorsqu'on traite quelqu'un de raciste, c'est en fait de délégitimer sa parole. Donc on vous fait un procès d'intention à partir de phrases qui sont tronquées ou qui ne sont pas bien traduites. C'est ça ce que vous dites? Effectivement, c'est-à-dire que... Ça veut dire que vous ne regrettez pas vos propos, vous dites simplement qu'on les lise entièrement et dans leur contexte, vous ne regrettez pas, vous ne retirez aucun mot de ce que vous avez dit. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut interviewer Federer. C'est non, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, vous avez demandé à quelques personnalités de lancer un appel. Je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué la rencontre suivante. On va y venir par étapes. Mais d'abord, regardez ça. Roger, il faut vraiment que tu viennes. Tu déconnes sinon. Franchement, arrête de déconner, Roger. Roger, you have to come. Come to Europe. Cher Roger Federer, je suis européen. Vous y êtes attendu et vous verrez, on y est très bien reçu. Même François Hollande. Oui. Il y a un type. Je connais un type qui pourrait débloquer la situation. Mamoudou Gassama. Vous n'avez absolument pas hésité lorsque vous avez vu ce petit garçon pendu? Non, je n'ai pas hésité. Mamoudou Gassama. La situation a été débloquée, cher Yann, puisque Thomas Soto a rencontré Roger Federer. Ça s'est pas fait tout de suite, d'ailleurs, pas forcément d'ailleurs grâce à ces appels-là. Et il se trouve qu'un jour, Jean-Pierre Elkabbach est dans un restaurant, c'est comme ça que ça se passe. Exactement, qui est à côté d'Europe. L'avenue, j'imagine que c'est l'avenue. Ce grand restaurant où on est très mal reçu. Et... Très mal, je suis d'accord avec vous. Ah, vous êtes d'accord, hein? Oh putain. Non, il y a une serveuse chinoise super sympa. Non, rien. Et dans ce grand restaurant, Jean-Pierre... Vous avez un testing qui a été fait de la part de notre rédaction sur place avec une femme voilée et depuis un appel depuis le Qatar où on a pu vérifier à 2 reprises qu'on était refoulé lorsqu'on n'avait pas un nom français comme Yann. Ouais. Vous avez une alerte à l'inspection du travail et enfin on a mis la main sur un documentaire qui avait été diffusé en 2007 qui avait fait un testing avec cette fois-ci des Noirs et qui avait validé ce refus de vente de la part de ce restaurant. Donc, je vais aller plus loin. On est dans une société qui est très souvent, on nous parle de communautarisme.
on a tendance à nous parler de communautarisme. Et communautarisme, quand on en parle sur des zones bien ciblées, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça s'apparente carrément du communautarisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains endroits où on est entre soi, c'est de l'entre-soi, c'est une certaine élite qui reste dans son cocon et qui veut justement mettre une barrière pour éviter que ceux qui ne nous ressemblent pas ne rentrent pas. Mais quand on parle de communautarisme, je pense que là on peut axer la question du communautarisme, c'est du communautarisme. Alors certes on ne lui donne pas ce nom-là, mais c'en est tout à fait. Donc il faudrait aussi stigmatiser ce genre de communautarisme élitiste. What a victory! What a tournament for the Frenchman! The first time ever in his career that he's been able to beat 4 top 10 players. Vous n'imaginez pas le torrent de haine que nous avons reçu, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi au Standard. Vous voulez que je vous dise ? Bah tiens, je vais vous donner quelques exemples. Victimisation, ces juifs se victimisent. Ils pleurnichent sans cesse. Moi, j'y crois pas. Toujours les mêmes qui se plaignent. Une communauté intouchable, les chouchous des médias. Pourquoi on ne parle pas du racisme anti-blanc, des anti-français de souche ? Puis c'est aussi la faute des Arabes, mettons-les dans le même sac, de l'islam. C'est la faute des migrants. Les sionistes sont des menteurs. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller en Israël. Où sont vos chiffres ? C'est bidon, etc., etc. Et j'ai édulcoré, Vous imaginez bien, des torrents de haine. Voilà où on en est. Il faut en être conscient. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose, parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus. Il n'y a aucune emprise chez moi. Je vous ai dit une chose. Dans le cas de Tariq Ramadan, quand une femme lui dit oui, elle est violée avec son consentement. Mais quand vous avez reçu M. Hulot, quand on a entendu M. Darmanin... Attendez, laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il y a un homme, quand il ne sait pas que la femme ne veut pas, c'est pas un viol. Donc on a étendu la signification d'emprise pour Ramadan et on l'a singularisé. C'est comme s'il y avait une définition pour Ramadan, sans doute pour les Noirs, sans doute pour les Arabes, sans doute pour les musulmans. Vous êtes une victime ? C'est vous la victime, Tariq Ramadan ? Monsieur, je suis victime d'une injustice, oui. Mais je ne suis pas une victime consentante. Je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Vous m'entendez ? Je ne vais rien lâcher. Je ne vais rien lâcher sur ce qu'on essaye de dire aujourd'hui. Et puis, quand on parle aujourd'hui de cette affaire-là, j'aimerais que... Vous comparez même votre affaire à l'affaire Dreyfus, ce qui m'a un peu étonné. Monsieur, vous êtes les seuls en France à ne pas vous rendre compte que tout ce qui est en train d'arriver... Parce que, je veux dire, tout ce qui est en train d'arriver... Il y a 8 personnes qui sont autour de ça. Je vous ai dit les noms, Caroline Forest, La justice ne les a pas entendus. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis traité de cette façon-là ? Parce que vous êtes musulman ? Parce que je représente. Parce que vous avez dit que l'islam était une religion française ? Oui. Parce que je suis une voix qui est entendue et qui ne se laissera pas faire. Ah bon, Sylvie ? Tiens, vous dites que je suis agressif avec M. Philippot. C'est pas ce que pense Nicolas Canteloup sur Europe 1 qui commence à me fatiguer d'ailleurs. Ce Canteloup commence à me fatiguer. Et si ça continue comme ça, je prendrai les décisions qu'il faut. Et j'irai l'attraper au collet et lui dire ce que je pense. Parce que je pense pas que ça soit un homme. Franchement. Parce que attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Moi, si ça continue, je peux vous dire que je réagirai comme un mec. Vous m'avez compris. Alors, Monsieur Bourdin, donc, me dit Sylvie, je vous ai écouté, vous avez été agressif envers Monsieur Philippot. Et Monsieur Canteloup, lui, il fait encore un sketch sur moi. Pathétique, me dit David. Oui, pathétique. En résumé, RMC, c'est Radio Marine. Cette jalousie est vraiment désolante. Non seulement c'est désolant, mais c'est insultant. Et moi, je n'aime pas me faire insulter. Je n'aime pas me faire insulter. Et si ça continue, je ferai ce qu'il faut. Que ça soit bien entendu, Monsieur Canteloup. Parce que là, vraiment, je me mets en colère. Jusqu'à maintenant, je suis calme. Mais il arrive un moment où mettre en doute mon intégrité, mon honnêteté professionnelle, ça suffit. Ça suffit. Et vous ne me connaissez pas, mais je ne me laisserai pas faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Que je suis ennuyée pour lui, pour Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi ? Parce que vous trouvez ça ridicule ? Parce qu'il est journaliste quand même. Il est journaliste et il a des querelles personnelles avec les gens, il n'a pas d'humour et il se prétend un homme libre. Alors si un homme libre aujourd'hui dans un État démocratique n'aime pas les amuseurs, c'est ennuyeux. Et si il perd son sang-froid, parce que pour moi il n'est pas ému,
il perd son sang-froid. Il est en Et colère, il utilise. Sous la violence de l'attaque, quand même. C'est assez violent. Oui. C'est pas violent. Et vous si dites voulez. que c'est de l'humour, vraiment? Mais évidemment. Voilà où on en est. Il faut en être conscient. Il y a une enquête qui va l'expliquer. Le retour de la peur de la police et du gendarme. À un moment donné, on aura... Mais est-ce qu'il faut passer par des morts? C'est ça? Peut-être. Peut-être, faut se le dire, même si c'est regrettable. C'est du harcèlement là, vous m'emmerdez. Monsieur Zemmour, 2-3 questions. Et puis regardez là, vous m'emmerdez. Ok? Oui, mais pourquoi vous mettez dans tous vos états? Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Mais- Vous l'avez noté là, vous l'avez enregistré? Oui. Vous m'emmerdez. Ok? Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Je vous harcèle pas. Vous me harcelez. Il n'y a aucune notion Vous de me menace. harcelez. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul. D'accord, mais vous avez le droit... Alors vous aussi. me lâchez les pieds. Mais vous êtes quand même Je regrette de ne pas avoir réussi à me faire comprendre dans l'émission du 1er juin et d'avoir blessé par mes propos. Mon intention était à l'opposé. J'ai voulu rapprocher les deux crimes contre l'humanité que sont l'esclavage et la Shoah. Oui. Vous m'emmerdez. Ok? Cette polémique dont vous aviez suscité en début d'année, donc une très vive polémique, c'était lors de votre passage dans l'émission de Cyril Hanouna. Vous aviez fait donc une blague sur une femme violée par son médecin qui n'est pas du tout passée. Pourtant, elle ne date pas d'hier. C'est ça qui est incroyable. Je l'ai C'est que vous l'aviez raconté déjà 3 fait fois en prime time à la 2013 télé aussi, et 30 vous le fois à la radio. Oui, et bon, Cyril, alors peut-être qu'il faut changer de blague en même attendez, temps, je dis, puisqu'on nous Jean-Marie écoute, Bigard. et Cyril me dit, tu me fais une blague à la fin? Et je lui dis, bah, si je te fais la déchirure, bah, il me dit génial. Il avait et donc validé- on vous voulez part, dire on est qu'il sur l'avait- l'autoroute, vous tu voulez vois. dire qu'il l'avait validé Et tout d'un avant coup, le ciel me tombe sur la tête. Attendez, là c'est important. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous aviez prévenu Cyril Bah, Hanouna que vous allez faire cette blague, Cyril il la me dit, connaissait et il raconte-nous vous une dit petite que là... blague. Je lui dis, je vais te faire la déchirure. Je l'ai déjà fait chez lui. Il je la l'ai connaissait, fait donc. avec lui à Europe 1. Il connaissait cette blague par cœur. Tout le monde la connaît depuis 30 ans. Et tout d'un coup, je deviens le mec qui fait l'apologie du viol. Oui, mais t'étais chez Hanouna. Ouais. Dans un monde Coluche qui est d'apparence. passé encore Non, mais- sur une non, mais radio attendez, on va concurrente quand même pas qui passe des s'écraser blagues. ici et avoir peur maintenant de rire. Je veux dire, non, mais est-ce qu'on ferait ce tout le monde procès à a peur Coluche aujourd'hui? Comment? Tout le monde a peur aujourd'hui. Moi, je fais attention, je touche personne parce que je veux pas avoir un procès. Ah bah Aujourd'hui, oui, tu c'est parles vrai, sur une nana, t'as un procès. Non, mais même si vous la Aujourd'hui, tu dis pensez un pas, gros mot. elle peut toujours vous accuser. Aujourd'hui, Du- tu dis un gros du mot, ça feu va ligue. à une femme Non, dans mais la moi rue, tu j'ai vas en une prison. hypothèse c'est Est-ce que qu'en tu te fait, rends quand compte vous qu'il y a avez aujourd'hui- commencé, j'ai l'impression qu'on pouvait un peu qu'il y avait un humour qui marchait pour tout le monde. Et je Bien me rappelle sûr. aussi certaines blagues de Coluche, elles pouvaient faire rire. En fait, les racistes, les antiracistes, les arabes, les pas arabes, les blagues qui faisaient, je sais pas, la première ville arabe que traverse le Paris-Dakar, c'est où? C'est Marseille. Ça faisait rire tout le monde. Je te jure, c'est vrai. Bon, Rebecca. Dit dans une interview, mais Dans j'ai un pas lu canard l'ensemble italien. Non, de moi non plus, l'interview. c'est pour Alors, ça. il a dit sous-entend que le blanc est en gros que supérieur. les blancs, si j'ai bien compris, avaient un sentiment de supériorité. Bon, mais de toute façon, Il s'est défendu après en disant que ça avait été enfin, sorti de son toute façon, contexte, dans mais- les courants, Et puis, tu peux dans plus les rien courants dire, faut indigènes arrêter. et proches de Thuram, on dit ça tout le temps. Je te jure, c'est vrai. Bon, Rebecca. Je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? C'est ce sujet. Je ne crois pas du tout que ce soit un hasard, si c'est toujours sur ce sujet qui est déjà venu dans notre discussion, si vous voulez, On avait que déjà parlé votre doute, bien sûr, plusieurs fois, que votre doute se porte. Et là, je vous crédite de votre bonne foi, je pense que vous êtes l'idiot utile d'autres, que vous n'êtes, ça n'est pas vous. En l'occurrence, je pense que vous êtes l'idiot utile d'un certain nombre de gens. Ça n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de monde commun. Maintenant, sur la question de l'antisémitisme, écoutez, moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs, et ma première réaction a été de dire, bon, c'est des trucs d'il y a 30 ans ou 25 ans, franchement... Je veux dire, oublions et ah oui, pas, vous dites, Elisabeth Lévy, il faut oublier. Je te jure, c'est vrai. Bon, Rebecca. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous avez raison de huer. La huée, c'est le signal faible de la barbarie. Oui, oui. Si vous êtes incapable d'entendre quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, excusez-moi, mais vous ne devriez pas répondre à l'invitation de la ministre qui vous a invité à débattre. Si, on est tous là pour ça. Non, on n'est pas tous là pour. On reprend. La huée, c'est vraiment moche. Un déballage de dessins et d'écrits qui sont de lui, et d'écrits qui sont de lui, négationnistes. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a de l'antisémitisme, il y a du négationnisme. l'existence des chambres à gaz. Ni l'existence des chambres à gaz. C'est dit plusieurs fois que les chambres à gaz n'ont pas existé. Des caricatures abominables de Bernard-Henri Lévy, d'Anne Sinclair, de gens de notre société qui s'avèrent avoir des origines juives ou être de confession juive. On s'en fout. Mais je veux pas citer d'exemple, mais il y a des gens qui sont interdits de service public pour moins que ça. Mais il y a Il y a quelques écrivains que je connais et journalistes, je le répète, qui sont interdits de service public pour moins que ça.
Mais ils sont interdits. Mais Gérard, mais dans tous les cas, c'est pas bien. Mais Gérard, il y a deux poids, deux mesures. Évidemment, il y a deux poids, deux mesures. Un déterminant très important de la montée à gauche et à droite de ces nouvelles radicalités. Et indiscutablement, ces questions liées au bien-être, au sens le plus général du terme, sont très très corrélées aux questions économiques. Donc on a une poussée sur la gauche et sur la droite de radicalité qui ne se satisfont plus des vieilles alliances à droite et à gauche. C'est ça qui explique en partie la crise politique. Et dans tous les autres pays, on parlait de la France naturellement, mais on a vérifié sur beaucoup d'autres pays cette intuition. Partout, la radicalité de gauche et de droite, Syriza, Podemos, Bernie Sanders, le Labour de Jeremy Corbyn, sont portés par cette insécurité économique. Ça, c'est, je dirais, d'une certaine manière à peu près indiscutable et très simple à comprendre. Ce qui nous a intéressé, c'est le point dont vous avez parlé dans ce résumé, très très bon, c'est comment cette radicalité anti-système se ventile sur son versant gauche et sur son versant droite, pour le dire simplement. On appelle gauche radicale et droite populiste. Il fallait bien affubler l'un des deux du terme populiste, et j'expliquerai si vous voulez pourquoi on l'a réservé pour la droite, enfin bêtement parce que c'est celle dont on parle le plus. Et cette ventilation, elle, indiscutablement, elle obéit, en tout cas selon notre analyse, selon les chiffres, les enquêtes qu'on a, à d'autres déterminants que des déterminants économiques. C'est pas la situation économique qui va différencier un électeur de Mélenchon et un électeur de Marine Le Pen. C'est quelque chose d'autre. Et dans nos enquêtes pour la France, mais encore une fois, on les retrouve partout, c'est cette variable subjective très importante qui permet d'expliquer cette ventilation, le rapport à autrui. Les électeurs dont le rapport à autrui est cassé, blessé, et qui sont portés par cette radicalité anti-système vont basculer vers la droite populiste, et ceux qui gardent un niveau de confiance interpersonnelle élevé basculent du côté de la gauche radicale. Dans le graphique, le point que nous soulignons, c'est pas tellement que les électeurs de Macron sont confiants. Ils ont toutes les raisons d'être confiants. Ils sont bien dotés, ils ont une éducation qu'ils ont importante. Confiance dans leurs voisins, c'est pas surprenant qu'ils aient confiance dans une société qui leur sourit. Ce qui nous intéresse plus, c'est que les électeurs de Mélenchon, ça a été dit par le commentateur, les électeurs de Mélenchon qui sont beaucoup moins bien dotés que les électeurs de Macron. En fait, en termes de revenus, par exemple, ils sont sur la même moyenne que les électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National aujourd'hui. Eh bien, eux ont un niveau de confiance. Regardez, Mélenchon, Macron, ils ont le même niveau de confiance interpersonnelle, alors que leur niveau de revenu, de satisfaction dans la vie, qui est très corrélé, est très différent. Donc, cette variable, le rapport à autrui, c'est ça, au fond, ce que notre enquête nous a fait mettre en évidence. Et encore une fois, on a des indications très précieuses en Angleterre et ailleurs, aux États-Unis et dans les autres pays européens, qui montrent que c'est bien ça, le fil conducteur, qui permet de comprendre comment cette protestation, bon, devant la crise économique, il y a une protestation, c'est pas très surprenant, comment elle se ventile. C'est le rapport au reste de la société qui va faire basculer dans une radicalité ou dans une autre. Mais est-ce que ça ne revient pas à dire que si on vote Marine Le Pen, c'est qu'on a effectivement peut-être un rapport blessé à autrui, comme vous le dites, c'est-à-dire que ce serait une forme finalement de pathologie? Oui. Vous m'emmerdez, ok? Que ce ne sont pas des radicaux, c'est vous qui vous radicalisez. Et vous faites en sorte de les radicaliser eux-mêmes. Indépendamment. Mais non, il n'y a pas de mémé. Cessez de traiter les gens qui ne vous ressemblent pas de fascistes. Il y en a je ne dis pas que vous êtes fasciste. Vous faites comme Libé maintenant, arrêtez. Je ne dis pas que vous êtes fasciste. Non, je dis si vous êtes en train de mais le pas dire. du tout, je dis que vous... Mais qu'est-ce que je vous dis? Quand je vous dis que c'est insultant je vous dis que ce climat qui genre de lèpre qui monte, vous me dites que c'est naturellement une lèpre qui monte. Yvan, je vous dis que c'est insensé de dire cela. Eh bien, Yvan, je vous dis que le climat aujourd'hui en France est délétère, comme je ne l'ai jamais connu. Et vous dites non. Et vous y participez. Excusez-moi, je ne veux pas vous dire. Moi, je suis responsable de ça. Oui, c'est vous qui êtes responsable de cela.